toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire organisé par l'IDRI et l'ambassade du Canada. Nous sommes déjà une cinquantaine en ligne, mais nous allons commencer. Nous allons laisser les autres inscrits arriver petit à petit. Nous sommes très heureux de pouvoir organiser ce moment de discussion aujourd'hui que nous avons voulu organiser pour permettre de maintenir le dialogue entre les continents. Dans ce monde divers mais commun qui est le nôtre, nous faisons tous face à un contexte quand même très particulier et difficile. Et la crise est arrivée, la crise sanitaire est arrivée au moment où nous étions dans la dernière ligne droite de négociations très importantes pour renouveler la gouvernance internationale de la biodiversité. Et avec l'échéancier bouleversé, tout un tas de rendez-vous très importants qui étaient organisés pour organiser les discussions internationales, il est important dans ce contexte de continuer ces échanges. Et aujourd'hui, nous avons la chance de pouvoir avoir avec nous des représentants de différents pays africains et d'avoir en plus les deux co-présidents du groupe de négociation sur le cadre post-2020 de la COP15. Nous avons Jeanne N'Tain de Côte d'Ivoire qui est avec nous, qui est une négociatrice à la CDB. Bonjour à Abidjan. Nous avons Wadzi Mandiveni d'Afrique du Sud, qui est, elle, au département des affaires environnementales d'Afrique du Sud. Hi Wadzi. Et donc Francis Ogwal, un des deux co-présidents du groupe de négociation, qui est en Ouganda. Et bonjour Basile, de bon matin chez toi, donc, qui est pas loin d'Ottawa, au Canada. Donc nous allons organiser la discussion dans un schéma assez simple. Les deux coprésidents vont commencer par nous faire une présentation rapide, succincte de l'état des conversations, de l'état de bouleversement du calendrier. Et suite à quoi, nous aurons la chance d'écouter Jeanne et Wadzi nous proposer leurs réflexions, leurs observations sur ce que la crise sanitaire, économique, politique que nous traversons a comme conséquence sur les politiques biodiversité, les enjeux qu'elles identifient, les besoins de coopération qu'elles identifient, tant au niveau des dynamiques régionales que, on va dire, de collaboration internationale. Et puis, dans ce contexte renouvelé, disons, quelles sont, d'après elles, les attentes que l'on peut avoir, ce qu'on peut espérer, ce dont on a besoin comme résultat de la COP15 pour pouvoir répondre à ces enjeux. Donc sans plus attendre, moi je serai l'humble animateur et gardien du temps, si je puis dire, de ces discussions. Et je suis Alexandre Rankovic de l'IDRI. Donc Francis, Basile, je vous passe un tout petit, j'oublie, pardon, pour un tout petit rappel pour les spectateurs qui sont avec nous. Vous avez l'interprétation simultanée qui est disponible dans Zoom. Donc, vous avez en bas de l'écran un petit globe avec interprétation et vous pouvez choisir d'avoir l'interprétation en anglais ou en français des discussions. N'hésitez pas à voir, et j'oublie de le mentionner, nous aurons bien sûr un temps de questions-réponses à la fin avec les intervenants. Nous visons d'avoir une bonne vingtaine de minutes, une demi-heure d'échange. Donc, n'hésitez pas à inscrire vos questions dans la petite fenêtre questions et réponses qui est également en bas de votre écran et nous essaierons de répondre à un maximum de questions à la fin. Voilà, donc la logistique c'est fait. Maintenant, je vais pouvoir effectivement passer la parole à Francis et Basile et vous avez normalement leur PowerPoint qui s'affiche et je coupe mon micro et je vous laisse ouvrir le vôtre, messieurs. Merci.
Basile, ton micro. Ouais. Là, c'est bon. Bon, désolé. Bonjour à tous. Alors, Francis et moi, nous allons nous succéder pour faire la présentation. Je vais présenter les acétates en français sur l'écran et je ferai ma partie de présentation en français et Francis me succédera et fera sa partie de présentation en anglais. Hein? Alors, pour ce qui est de la mise à jour, d'abord, ce qu'on veut faire avec vous aujourd'hui, c'est vous donner une courte mise à jour sur le processus et vous parler des prochaines étapes, parler de Substack, un aperçu des documents et quelques exemples. Et puis, on va terminer avec quelques réflexions de Francis et moi sur l'après 2020 et qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'on a entendu de vous et pour ouvrir la conversation. Alors, voici une ligne de temps qui vous montre un peu qu'est-ce qui arrive. Comme vous le savez, il y a 2 semaines, le 25 juin, Substack a publié des documents préliminaires pour la revue et on va en parler un petit peu plus en détail. C'est un tableau avec des objectifs pour 2050. Ce qu'on a essayé de faire, ce qu'on nous a demandé de faire, Francis et moi, c'est de rédiger une mise à jour des objectifs qui reflètent les discussions qui ont eu lieu à Rome. Donc, si vous ne voyez pas certains éléments qui ont été mis à jour depuis cette date-là, c'est parce que ce n'est pas notre mandat à ce moment-ci. À ce moment-ci, on nous a demandé de rester très strictement sur les discussions de Rome. Donc, vous allez voir les objectifs, les jalons, les cibles, et ça vous est fourni comme élément. Et ceux sur lesquels Substack s'attardera, c'est les conseils scientifiques et techniques, hein, en particulier les éléments de surveillance, de monitoring, des indicateurs, la disponibilité des données sur le temps, etc. La semaine prochaine, on va commencer la consultation thématique sur l'utilisation durable. Hein, ça a été assez long, on a dû passer en ligne avec la situation actuelle, mais on est très heureux de voir ça commencer. Dans le courant du mois d'août, vous allez avoir l'ensemble de la nouvelle ébauche de négociations mise à jour, dont non seulement les objectifs et les cibles, mais également les sections sur les moyens de mise en place et les conditions nécessaires. Un petit peu plus tard, vous allez avoir les documents de Substack révisés, donc un ensemble. Et comme probablement vous le savez déjà, à la mi-septembre, on va avoir une semaine de séminaires qui va nous permettre d'avancer. On note que la thématique sur les synergies entre les différentes conventions et sur l'accès et le partage des bénéfices vont avoir lieu. Puis ça va être les 2 semaines de Substack et de SBI au mois de novembre à Québec. Ça va nous permettre de rédiger un nouveau brouillon, une nouvelle ébauche 1.0. Et la 3e réunion du groupe de travail aura lieu après ça. Les dates ne sont pas encore établies. On est en train de discuter avec la Colombie, mais enfin bon, vous voyez à peu près le genre de date. Et finalement, la conférence des parties, maintenant nous le savons, aura lieu au mois de mai, la 2e moitié du mois de mai, à Kunming, en Chine. Voici une représentation schématique des cibles et ce que je veux faire là, c'est vous décrire un petit peu les changements qui ont été faits. Si on commence par la droite, les objectifs, donc vous voyez que l'objectif A, vous avez demandé de faire une fusion des anciens objectifs A, B, C et que ce soit un seul objectif, donc un objectif qui est focusé sur les écosystèmes, les espèces et la diversité génétique. En dessous, vous voyez une nouvelle boîte, c'est les jalons. Quand Francis et moi, nous avons regardé la structure, il nous est apparu qu'il y avait un élément qui manquait, c'était la façon de faire le lien
entre les objectifs établis pour 2050 et les actions pour 2030. Comment est-ce qu'on va être capable de savoir que ces actions nous permettent réellement d'atteindre les objectifs? Et donc, suite à cette discussion, nous vous proposons un ensemble de jalons. Plusieurs personnes à qui nous avons parlé comprenaient ce besoin. Bon, l'objectif B, contribution des personnes et nature, ça c'est là. Les avantages partagés de manière juste et équitable, c'est reste là. Vous nous avez demandé de rajouter un objectif sur les moyens de mise en œuvre. Et effectivement, c'est là. Quand passons aux actions, dans la catégorie bleue, la première, pour réduire les menaces sur la biodiversité, vous nous avez demandé de rajouter une action sur les espèces. Et là, le reste est à peu près sur la même formulation. Pour ce qui est des réponses aux besoins des populations, nous avons fait pas mal de travail de rédaction pour clarifier et mieux délimiter les différentes cibles. Et ça, vous le verrez dans le texte complet. Du côté des outils et des solutions, il y a eu une fusion en termes de consommation durable et choix des responsables. L'ancienne cible 18 qui est une fusion de l'ancienne cible 18 et 20. Le reste est à peu près pareil. La seule chose qu'on vous suggère, qu'on vous propose, c'est de changer un petit peu l'ordre pour s'assurer que ça soit plus logique dans le débat. Alors, voici une description très rapide de la mise à jour du cadre. Mais maintenant, je vais passer la parole à Francis, qui va nous guider au travers des prochaines étapes. Francis, à toi. Francis, je pense que tu es encore sur mute. You're on mute. Hello, you can hear me now? Yes, we can. Yes, perfect. Okay. So thank you very much, Co-Chair. I'll try to go through the next slides up to the end. There are not many. Just to let you know that there are some documents which we have prepared for consideration by SABSTA at its next meeting, that is SABSTA 24th. So we have got the document on a table actually that has got the 2050 goals. My coach has just mentioned those. Then the milestones, he has hinted on that as well. Then the targets to 2030. What we had, of course, and as my chair could have already said, was that we had to do milestone instead of thinking of 2050 goals, 2030 goals. No, it was realized that achieving goals within 10 years is not very realistic. So we had to look at other ways of trying to measure progress towards the 2050 goals. And that is where the milestone now come in to help us see whether we're on the right path, whether the targets can actually deliver us to the 2050 goals. And then we have got the monitoring elements with the indicators in there, and then the issues on baselines, you'll find them there. I have to say here that these documents, the last one, that is the monitoring elements, the indicators, the baselines, those have been uploaded, including, of course, the goals, milestone and targets. But what we expect to be done during the period of peer review is for really stakeholders to look at those monitoring elements and not the goals or targets or milestones. That is what will happen at the next meeting of the open-ended working group. But also another document which is uploaded there, which is also being peer reviewed, is to look at the linkages between the Global Biodiversity Framework and the SDGs. So we are trying to see how the Global Biodiversity Framework contributes to the SDGs. And we've had during the meetings, the consultations, people clearly see the linkage there. Biodiversity has a very, very, very big role it can contribute to.
And then we have tried to explain how GBF may support the SDG targets. There are those, of course, that we know were ending in 2020, especially those that related to the IHE targets. What are we thinking moving forward beyond 2020? And then we have explained how the SDG indicators can also be used within the global biodiversity framework. So you'll see all those linkages as when you upload those documents. Please do go to the CBD website and you familiarize yourself with those documents. We look forward to your input, but also to say that these documents, the peer review period will end on July 25th. Today is 17th, so maybe you have about 8 days or less, so you can take care of that timeline. Then the indicators, you know, that we have provided, those indicators give detailed technical background information that supports proposed indicators for monitoring the framework. You know, the framework itself will be implemented, but the indicators must be there, which can assist parties to know how far they have gone or how far they are going. So indicators, in this case, we are doing them concurrently with the framework, unlike in the current strategic plan where first the framework, the strategic plan was put in place and then indicators developed later. These things are now being done at a go. And then we have got the annotations, which of course try to explain some interpretation and the way we co-chairs have, you know, try to use certain terms and concepts. This is not necessarily to be negotiated at all. It's just for you to understand how the co-chairs approached the subject. Let's go to the next slide. So here, we want to illustrate to you how we have gone now with the issue of the monitoring elements, the components, the indicators on each of the targets. And we shall just pick one target. And this is target 1. That mainly deals with the land and sea use areas. That should be under spatial planning, but also we are talking about areas, those which could remain as wilderness areas. And then those other areas of fresh water, marine, and also we are talking about connectivity among them. So basically we are saying that by 2030, 50%, again, that percent is still in square bracket there, meaning it has to be validated by SABSTA at its next meeting. So by 2030, 50% of land and sea areas globally are under spatial planning, addressing land/sea use change, retaining most of the existing intact and wilderness areas, and allow to restore. That X%, again, we expect that to come out from SABSTA, restore X% of degraded freshwater, marine, and terrestrial natural ecosystems and connectivity among them. So you'll see that is the framing currently, and we are saying that this is not the one that we expect stakeholders to dwell on much during the text, not dwell on the text per se, but those square bracket things are the ones we expect SABSTA to give us information on. So what are the components of that target 1? The components is to do with, when you see T.1.1, increase in area of terrestrial, freshwater, marine, and ecosystems under spatial planning. And we know that perhaps the challenges that most countries face is that sometimes there is no proper planning, no proper land use planning, but perhaps that is a very important and significant starting point in our work in the post-2020, that most countries should be able to have that. And that's why the target is talking of at least 50%. So that is in terms of components. Monitoring elements, you're talking of trends in area under spatial land use plans, and trends in area under integrated coastal zone management, trends in area under marine spatial planning, trends in area under integrated water resource management. So you see, this time round, we really want to see that there is effort, there is deliberate effort to do spatial planning so that perhaps governments are better guided. So what are the indicators there? Proportion of transboundary basin area with an operational arrangement for water cooperation. And that, again, as I mentioned earlier, that we'll try to link already, there's a document you're going to see
how it links to SDG indicators. So here it links to SDG indicator 6.5.2. And then the other indicator could be number of countries using a ecosystem-based approach to managing marine areas. Again, that links to SDG indicator 14.2.1. And then lastly, degree of integrated water resources management. How does it feed to SDGs through SDG indicator 6.5.1? And what are the baselines now when you look that we are trying to say maybe that the period of which we consider data to have been available is availability of data. You'll see that in both cases, we are talking of 2017 as the baseline. Then we go to the next slide, please. So the next slide is basically is about the co-chair's reflection on the post-2020 and Africa. Of course, Africa, like any other region, is going to be a global leader in the post-2020 negotiations. And we know Africa, I think, is making very good progress in that direction. What we've seen, and this is not to bias anything, is that we've seen Africa to always, whenever these meetings are on, that they seem to be better prepared and they seem to have very focused regional statements and coordinated positions. We hope, of course, to see that that continues to the very end. And then other UN regions could be, of course, inspired by the method being used in Africa. The other regions, we think Africa could give them that experience. How come they are organizing themselves so well? How come they're able to really have their positions better coordinated? So maybe our thinking as co-chairs is it could inspire the other regions as well. Then behind the scenes, the work that Africa region is doing to prepare coordinated views of all stakeholders is very useful in terms of course, looking at the focal points involvement, local and regional levels, the civil societies, and others. So we actually see that Africa, I think, for them, they have, I think, set themselves on the right foot, and we hope to see them continuing there. So they have helped us a lot to reach out to the women group, the youth, the IPLCs, and so forth, even civil society. I think, co-chair, that is it from us, and thank you so much. Thank you. Retour à vous, Alexander. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'était très complet et je pense que ça permet vraiment pour nos spectateurs de voir deux choses. D'une part, quand même, le niveau de travail qui est en cours, la quantité de documents qui sont préparés et négociés et ça montre que eh bien, vous n'avez pas chômé ces derniers mois, tous collectivement. Et par ailleurs, ça montre aussi qu'il reste beaucoup de chemin à parcourir, mais beaucoup d'étapes et de moments où l'engagement est possible pour essayer de contribuer aux discussions en cours. Là, il y a eu une question sur le chat posée par un spectateur sur l'accès, le lien pour les documents évoqués par les deux coprésidents. J'ai posté le lien. Donc vous avez tous les différents documents qui sont sur le site du Substar de la CBD. Et puis il y a l'autre organe, le SBI aussi. Je posterai le lien tout à l'heure. Donc sans plus attendre, encore un très grand merci pour nos deux coprésidents. Nous reviendrons vers vous tout à l'heure en réaction à ce que nous diront Jeanne et Wadzi. Jeanne, si ça vous va, je vous proposerais bien de donner d'abord la parole à Wadzi, puisque vous aviez déjà été là au dernier webinaire, donc vous nous connaissez. Et comme c'est un peu la nouvelle arrivante dans notre groupe, je proposerais bien à Wadzi de l'honorer en lui donnant la parole en premier. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, Jeanne. Wadzi, if you want to take the floor is yours. Thank you very much. I'm trying to share my screen. Do you have it?
Okay. Perfect. And thank you very much for allowing me to contribute to this discussion and share a perspective on how we would move forward with the development of the post-2020 framework in light of the COVID crisis. And I took advantage of the platform and left the brief that you had provided and used it instead really to share some information which is of critical importance to us, but which underscores the positions that we are taking as African negotiators in the development of the post-2020 framework. And, okay. Now I need to, go to my presentation itself. Okay, so I'm just going to briefly look at the consequences as requested. Then our response as a region in terms of building forward better and greener, what the African Ministers of Environment are looking at in terms of recovery and the green stimulus program, and then how all of this then impacts on how we see developments and our own expectations for COP15. So what has happened, and this is just a snapshot, but essentially Africa has gone into a crisis, and it's a crisis of epic proportion in the last few months. And what it has demonstrated is that our conservation and biodiversity management is underpinned fundamentally by tourism. And the restrictions in tourism revenue have left our conservation areas and our very success factor. If you look at Aichi Target 11, where we've had success in protected areas, all of that success is going to be undermined, specifically by this tiny virus that we are not able to see, because it has resulted in us having severe operational challenges to managing our protected areas. And the protected areas are very important on the continent because they basically provide the main draw card for tourism. And if we are unable to have tourists come in and support our conservation efforts and our economies, the underlying challenges of meeting the sustainable development goals are completely undermined. And so we've basically found ourselves in a position where we are dealing with a number of constraints to addressing our conservation issues in particular. And this has put biodiversity on the backbench because a lot of our government resources are needing to go into sanitization, into health, provision of health services and emergency responses. And as South Africa, we even needed to go into serious negotiations même dû mettre à négocier avec nos collègues de gestion de crise pour qu'ils acceptent d'incorporer la gestion et la protection de la faune sauvage en tant que service essentiel qui doit être pris en compte, préservé dans le cadre des services que le gouvernement et que l'État continuera à fournir aux populations et aux pays en pleine pandémie. Par ailleurs, on a vu également un certain nombre de problèmes de... We've had animals attacking people, we've had people attacking animals, and it's been very traumatic in terms of how governments respond to conservation issues. We've had challenges around, again, illegal wildlife trade and
because the farmers, especially those in areas that have been asked to use their land for conservation and rather look at the ecosystem services and not put crops on their land, those farmers are now having to put crops on their land because there are no tourists coming to support. So we've seen really almost an emphasis on deprioritization of nature conservation because there's some very real challenges that our governments are dealing with. And then I just have some examples from surveys and many other examples, but you can see in Tanzania, tourist visits were down, and which was an implication and loss of revenue of 96%. In Uganda, there's some areas where they've had very strict restrictions and revenue losses are almost 100%. And the Masai Mara landowners have lost $7.5 million in lost revenue. So this is just trying to paint a very stark image of what it means for biodiversity and our approach to biodiversity management. So in terms of our response, we haven't taken a back seat, and as the co-chairs indicated, that we are organizing ourselves, and we really see that the process around the post-2020 development of the new framework, but generally that this is a time for us to shift the discourse and really put our conservation issues at the center of global dialogue. So we see it as an opportunity for us to not only demonstrate the role that biodiversity will play in ensuring that going forward, we avoid creating conditions that would allow pandemics like this to happen in the future. What role does sound environmental management play in supporting better health outcomes across the board, but also how we can shift the debate and the discussions around ensuring that restoration of ecosystems happens, and at the same time ensure public health security and create an operating environment that recognizes that we need to promote a whole system approach that embraces the productive and the conservation sectors together, and that sustainable use can be a form of ensuring benefit to all the people. And in order to do this, we understand the role of embracing technology and innovation. And so even in this time when we are talking about how does the post-2020 process evolve and take into account what is happening, we can see the vaccines, the global development of vaccines are all based on techniques that we are discussing in the context of synthetic biology. It's the discussions around digital sequence information. It's the discussions around means of implementation, scientific cooperation, technology transfer. And we see that all of these elements, which unfortunately were not resolved at the time that we slowed down our discussions, we see this pause as giving us an opportunity to have those detailed discussions and bring them to the fore and take our response forward. We have taken an approach which our minister, as the chair of the African Ministers of Environment, has raised with the AMCEN Bureau, and which will be shared with the rest of the African ministers around building back better and greener. We understand we have an emergency response that we require now. And in this emergency response, we've already started to see the kind of flexibility and agility that
is present in our negotiating partners, and we see that there's an opportunity for us to build back better, but not only build back better, but also do so along sustainable lines and ensuring it's within planetary boundaries. So our approach is transforming to resilient and sustainable economies. We want to look at restoration of ecosystem health as a means of securing human well-being. And the current crisis emphasizes that we can't talk about human well-being without reflecting on the ecosystems that support those humans for that. And then we need to look at embracing sustainability across all of the systems. And then doing so, we have to look at the interface between development and conservation, and we see mainstreaming of biodiversity as a key element that helps us to support these imperatives. Our strategy has not changed. As we go forward, we see it as a global challenge that requires a global solution. And therefore, there's even more emphasis on us working together with our partners on the post-2020 process and working together on finding global solutions. Our collective response thus far has been a little disappointing, but we are convinced that through a regional and global cooperation framework, we will be able to address this. And the issue around resource mobilization has become a critical issue for us. And we see global and regional funding and response mechanisms and the work that we need to do in the framework to address those response mechanisms that make the system work. We need to look at Jeff, and thankfully Jeff has come to the party a little bit and introduced some flexibility in the current Jeff programming to allow us to repurpose resources as appropriate as a response mechanism. But a purpose made instrument is still something which we see is required for times like this when biodiversity is in crisis. And then I thought I'd just outline the response, basically what the African Union is working on at the moment, the emergency responses, which are really providing operational budget support to conservation agencies, looking at supporting the communities that live in and around protected areas, and then addressing issues of illegal wildlife activities. Then when we go into the recovery support, here we're looking at some investments in innovative financing solutions, and we've been having some preliminary discussions on debt for nature swaps, impact investments, and other tools which can go and be built into the recovery support mechanism. And then most importantly, and in particular of importance to the post-2020 framework process, is the reorientation of the sector so that we are able to make use of multiple value chains. This crisis has shown us that our over-reliance on tourism to fund conservation actions has left the African countries holding an immense burden of looking after biodiversity of global significance without the resources. And the way that we diversify those funding sources brings sustainable utilization options at the core. We have to look at all possible options for sustainable use and of biodiversity to ensure we are able to find means and mechanisms of resourcing it. So this is the overview of the policy that we are currently working on. And it does cover the green stimulus
package. It's not only biodiversity, it's looking at a number of elements, but the ones that interface specifically with the post-2020 framework, you can see there's chemicals and waste management. We've been talking about a target on chemicals, but conserving biodiversity and combating illegal wildlife trade, ecotourism and the biodiversity-based economy. We're looking at land degradation, desertification and drought, climate action, the blue economy, smart agriculture and food security, sustainable forest management, water conservation and use, renewable energy, smart cities, and looking at information, communication, and technology. So these are the elements of our Green Stimulus program, which we are working on as part of the COVID response. And you can already see the interface that these areas have with the post-2020 framework. So in conclusion, in terms of our expectations, we expect then that the sustainable use and benefit sharing remain important elements to underpin the conservation outcomes. And we also see that these elements will be important for mobilizing resources to support the conservation outcomes. We also need to have a component that will allow the means of implementation to be unpacked and quick action. Some kind of element that quickly unlocks resources and quickly gets commitments to action and results on the ground. And we think that this needs to be built in to the framework as we go forward. And a key element that we have seen and which COVID has made very clear to everyone is that for nature to meaningfully contribute to people, we must allow diverse voices to enrich the process. We must create those platforms to bring in those voices, because those are the communities who, as we speak, are dealing with conservation challenges and their inputs are not on the table. Those videos that are going around of the elephants invading communities, those are real events, and those community voices are required to enrich this process. And then the goals and the targets and the level of ambition, we feel regardless of what is happening, we must increase ambition. That is very clear. And we must move the focus to one that ensures sustainability. So I hope I have made an impassioned plea on behalf of the continent, and I thank you. Thank you so much, Wadzi. Merci beaucoup. C'était vraiment très complet et bien illustré, donc ce sont des éléments très précieux. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe tout de suite la parole à Jeanne pour entendre son point de vue sur ces différents aspects. Et ensuite, nous demanderons une réaction au co-président du groupe de négociation avant d'ouvrir le jeu des questions et réponses. Jeanne, je vous passe la parole. OK, merci Alexandra. Je vais me conformer aux questions qui ont été posées. Donc, la première question, elle est en lien avec les enjeux et l'état des discussions autour de la reconstruction dans nos différents pays. Il faut dire que l'Afrique et le monde entier traversent un moment difficile et le nombre de cas continue d'augmenter dans nos différents pays. Les économies et les moyens de subsistance sont fortement touchés
parce que la demande des produits de base a chuté, le tourisme également. Le prix du pétrole, qui représente près de 40% des exportations africaines, a diminué de moitié, ce qui réduit les revenus de certains pays comme le Nigeria et l'Angola. Un effondrement similaire des prix au niveau du café, cacao, EVA et j'en passe a fait baisser les revenus des pays comme l'Éthiopie, le Kenya et la Côte d'Ivoire. Vous savez qu'en Afrique, les travailleurs du secteur informel représentent près de 86% de la population active, mais ceux-ci ne bénéficient pas de protection sociale ni d'amortisseurs contre les chocs économiques. Aujourd'hui, donc, face à ce contexte qui est planté, aujourd'hui, dans mon pays, l'enjeu, c'est la réduction du taux de contamination lié à la COVID-19. L'enjeu, c'est la relance de l'économie nationale. Et donc, pour ce faire, le pays a élaboré un plan de riposte sanitaire et un plan de soutien économique, social et humanitaire. Et donc, ce plan vise d'une part à soutenir l'outil de production, à maintenir les emplois en vue d'assurer une reprise rapide de l'économie, de l'activité économique, mais aussi d'apporter un soutien humanitaire aux populations en situation de détresse. Quelles conséquences pour la biodiversité et les politiques en faveur de la biodiversité? À mon humble niveau, je me rends plus ou moins compte que les plans pour soutenir l'économie ne font pas toujours ressortir les questions en lien avec l'érosion de la biodiversité, encore moins les politiques qui visent la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité. De manière générale, il s'agit d'injecter de l'argent dans la machine économique pour son démarrage. On note donc que la reprise de l'économie ne s'accompagne pas d'investissements qui permettent d'accélérer la transition vers une énergie décarbonée. Tout à l'heure, je vous disais que le prix du baril de pétrole a chuté. Et je me demande si le redémarrage de l'activité économique après le confinement ne risque pas d'être articulé autour de cette énergie fossile. Dans nos pays à vocation agricole, c'est le rattrapage du retard de production qui a été observé. Il va sans dire que c'est l'environnement, ce sont les ressources naturelles qui vont en pâtir avec très souvent une utilisation non rationnelle et durable de nos terres, des ressources naturelles, l'usage excessif des produits phytosanitaires et j'en passe. À mon humble niveau, je pense que les gouvernements gagneraient à répondre à cette crise de la COVID-19 en prenant des décisions politiques éclairées, en faisant des investissements qui s'attellent à traiter les problèmes à la base
notamment les problèmes liés à la perte de la biodiversité, à l'urgence climatique. C'est le moment propice pour ces pays, donc pour nos pays, de profiter de cette crise pour accélérer la transition vers une croissance, vers une économie à faible intensité de carbone. Pourquoi? Parce que de plus en plus, les scientifiques montrent que les épidémies et les pandémies que nous vivons, comme la COVID-19, ont un lien avec l'activité humaine et partant les ressources naturelles. Il faut noter aussi que les scientifiques nous mettent en garde contre la résurgence de ces maladies-là. C'est pourquoi je suis quand même satisfaite parce que au niveau de mon pays, c'est vrai, la priorité, la COVID-19 a réorienté nos priorités, mais le pays n'est pas resté statique. Donc, des initiatives nationales qui constituent des enjeux majeurs en matière de préservation de la biodiversité sont organisées. Nous avons, par exemple, toutes les activités en lien avec la promotion et l'identification des aires marines protégées au niveau national. Nous avons les activités en lien avec la promotion et la détermination des réserves naturelles volontaires. Lui, le pays sensibilise la population et toutes les structures pour la création de ces réserves naturelles volontaires. Le pays est en train de réviser son code de l'environnement qui a été rédigé depuis 1996. Et sur le plan juridique, nous avons l'avant-projet de loi sur la biodiversité, nous avons le décret APA, le décret RSE, qui sont actuellement sur la table du gouvernement pour dire que quelque chose se fait, même si la priorité, comme je l'ai dit tantôt, c'est de régler la crise sanitaire, c'est de relancer l'économie de notre pays. Quelles sont les dynamiques en cours et les besoins en termes de coopération régionale et internationale? Au niveau de la région Afrique, la présidente du groupe africain des négociateurs, Wazi, en a parlé. On dit chez nous que quand la tête est là, le genou ne porte pas le chapeau. Donc, je laisse la parole. Elle pourra revenir là-dessus en matière de coopération régionale. Mais au niveau de la sous-région Afrique de l'Ouest, je voudrais dire quelque chose. À ma modeste place, je note pour le moment que les dynamiques sont un peu timides. Vous êtes d'accord avec moi que la situation sanitaire oblige. Cette situation a freiné toutes les ardeurs, toutes les activités. La sous-région ouest africaine, vous savez, a une longue expérience en matière de coordination régionale pour une meilleure protection de la biodiversité. Et donc, avec la COVID-19 et le nouveau cadre post-2020 pour la biodiversité qui est en élaboration, il est impératif que cette sous-région donne de la voix dans la définition des mesures que le monde entier s'apprête à prendre. C'est pourquoi je me réjouis parce que pas plus tard que cette semaine, j'ai été contactée par la ministre en charge de l'environnement de la République fédérale du Nigeria pour participer à une consultation régionale au niveau de la CEDEAO sur le cadre mondial pour la biodiversité post-2020.
Cette consultation donc vise à renforcer la position africaine avant la 3e réunion du groupe de travail à composition non limitée. Pour ce qui concerne les besoins en termes de coopération, au niveau de la coopération régionale, je dirais que c'est le moment de développer la coopération sud-sud. Il faut améliorer la synergie d'action. C'est le moment de susciter la réflexion afin de faire un inventaire des zoonoses, de toutes ces maladies émergentes qui pourraient constituer des menaces pour la sous-région et pour les populations. C'est également le moment propice pour s'organiser, pour anticiper ces formes de menaces. C'est également le moment de réfléchir sur la perception de ces menaces au niveau de nos populations, parce que jusqu'à aujourd'hui, on note un déni total au niveau de la population. Lorsqu'on aura suffisamment de données, d'informations, il va falloir mettre à disposition de nos décideurs ces informations pour mieux comprendre les mécanismes et prendre les décisions idoines. Toujours au niveau de la coopération régionale, il va falloir renforcer les capacités techniques et scientifiques. Vous savez, durant toute cette crise, tout le regard était tourné vers les scientifiques, vers le monde scientifique. Mais vous attendez quoi d'eux si vous ne leur avez rien donné en retour? Juste pour dire que c'est le moment de mettre la recherche au centre du développement. Au niveau régional, il faut repositionner les universités et les centres de recherche dans leur contexte, équiper les laboratoires, former les chercheurs, renforcer les activités de recherche dans nos États. C'est important. La recherche doit accompagner le développement. Sinon, on s'oriente tout droit dans le mur. Au niveau de la coopération internationale, il faut mettre l'accent, sinon ressusciter la recherche-action, la surveillance des pathologies, l'identification des vecteurs potentiels, et j'en passe. Il faut poursuivre aussi les appuis multilatéraux de coopération internationale. Il faut échanger les bonnes pratiques. Cette crise nous a montré que le monde est véritablement planétaire. Lorsque la crise a commencé, c'était en Chine, on pensait que c'était très loin. Mais aujourd'hui, nous vivons tous la même situation. Il faut donc échanger les bonnes pratiques, partager les expériences, c'est important. Quelles sont nos attentes vis-à-vis des résultats de la COP 15? Beaucoup d'attentes, beaucoup. Wazi en a énuméré. J'ajouterai simplement que nous attendons de véritables changements transformateurs. Nous avons essayé d'insérer dans le cadre qui est en élaboration la théorie du changement. Nous devons pouvoir évaluer ce changement véritable avec le soutien des États pour qu'ils prennent des engagements plus concrets, pragmatiques, qu'ils mènent des actions de sensibilisation du public. On a besoin de changements véritables en matière de protection de la biodiversité dans les politiques, même dans les secteurs socio-économiques. Par exemple, on peut développer une stratégie qui va permettre l'engagement volontaire des États, comme dans l'accord de Paris. Les attentes, c'est également la mise en place d'un mécanisme
de développement et de transfert de technologies qui va viser à promouvoir et améliorer les technologies innovantes pour la mise en œuvre de ce cadre-là. Il peut commencer par une phase de planification où les parties peuvent préparer ou soumettre des évaluations des besoins technologiques qui pourraient faire l'objet d'examens et de mesures. Les attentes également, c'est la création d'un fonds spécial pour la mise en œuvre des initiatives de biodiversité. Nous pensons que cela est possible, car nous avons vu le FEM ouvrir la voie à de tels fonds. Le fonds changement climatique, le fonds pour les pays moins avancés. Moi, je pense que ce cadre post-2020 a besoin d'un fonds dédié à la biodiversité pour que les mesures qui seront prises soient effectivement aboutissent et soient évaluées à moyen et long terme avec des indicateurs bien précis. Les attentes, c'est également la mise en place d'un mécanisme de développement des capacités qui va explorer les initiatives et les activités de renforcement des capacités au niveau individuel, au niveau institutionnel, pour la phase de planification et la mise en œuvre des actions. Ce cadre aura besoin également d'un mécanisme de communication très puissant pour que toutes les parties prenantes soient au fait de l'existence de ce cadre-là. C'est important. Les attentes également, c'est la prise en compte des zoonoses dans la formulation des cibles, des objectifs. On l'a dit, on le redit, toutes les maladies infectieuses chez l'homme sont aujourd'hui des zoonoses, c'est-à-dire qu'elles nous parviennent par l'intermédiaire des animaux. Et les facteurs de l'émergence de ces zoonoses-là sont, entre autres, les changements dans l'environnement, l'appauvrissement de la biodiversité. Donc, il va falloir que ce cadre fasse l'effort de prendre en compte ces zoonoses. Pour finir, je dirais que ce cadre a besoin d'être très inclusif. Il est essentiel de s'assurer que non seulement toutes les parties prenantes concernées sont incluses, mais que tous les secteurs clés, les secteurs essentiels, surtout ceux à fort impact négatif sur la biodiversité, sont impliqués dans la mise en œuvre de ce cadre-là. Voilà en quelques mots ce que je pourrais dire concernant les différentes Merci beaucoup, Jeanne. questions que vous nous avez soumises. Et je vous remercie. Merci beaucoup. Merci à toutes les deux. C'était vraiment très riche et complémentaire de contenu. Et on voit bien quand même le tableau dans sa gravité, c'est-à-dire à la fois sur les chutes terribles de revenus liées au tourisme qu'évoquait Wadzi, et puis tout ce que Jeanne vous avait ajouté comme complément autour effectivement de la chute des prix et du pétrole et puis d'autres matières premières, notamment de commodités agricoles qui sont exportées. Et donc dans un contexte où effectivement il y a ces contraintes macro et liées aux échanges internationaux qui se sont abattus et très fortement sur la plupart des pays africains. Et en même temps, dans vos deux présentations, on voit un certain nombre d'initiatives, que le travail continue et qu'il y a beaucoup de graines positives qui essaient d'être plantées pour essayer de faire compter ces enjeux de biodiversité et de climat dans la relance et puis trouver une voie de sortie la plus positive possible. Et en même temps, on voit quand même la taille des enjeux que toutes ces initiatives positives doivent affronter. Et donc, ça souligne le besoin de travailler ensemble, je pense d'autant plus. Et donc là-dessus, j'aimerais bien justement passer la parole
pour une réaction, si vous pouvez essayer de la faire tenir en 5 minutes pour qu'on puisse avoir du temps avec les questions-réponses, ce serait formidable. Donc, Francis, Basile, je vous passe la parole. Merci Alexander. Tu as fait un résumé assez complet des points qui ont été soulevés par Wadzi et Madame N'Tain. J'aimerais ajouter à ce résumé un point important que Wadzi a fait, c'est la nécessité de ne pas rabaisser les ambitions et au contraire de les élever. Et peut-être en forme de questions aux intervenants et à l'audience, on a parlé et je suis frappé par l'intensité et la gravité de la situation, mais ce que j'aimerais savoir aussi, c'est dans cette notion de reconstruction durable et verte, quels sont les atouts de l'Afrique et quelles sont les conditions qui sont uniques à l'Afrique et auxquelles nous, Francis et moi, devrions porter attention. Donc, je suis largement en bas des 5 minutes et je passe la parole à Francis. Francis, over to you. Yeah, thank you very much, co-chair and the presenters who have also added a voice to what we have presented. I think in addition to what Basile has said, just to touch a little bit on what was mentioned there about going back and greener, I think still those are very, if that is the direction now that we all see that we should take, then that is a very good thinking already, because perhaps people have been thinking that all that we need to do is keep combating nature. All the time you want to maybe to increase agricultural production, you think of which area you can convert, you think of which area you can. But as we know, the population of the world is also increasing, including Africa. So the challenge also within the African context is going to be the issue of population. And as far as all this intervention is there, the population of Africa is not increasing, decreasing, it is just increasing. So that is the other bit that will need to be looked into. How are the livelihoods of those population of Africans as they keep increasing going to be improved so that nature also continues to be better protected? Because those two are so linked, poverty and sustainable development. It has to really be felt at the lowest level possible. Then the other one heard from the presenter about fundamental change that we need, capacity building, and so forth. I think she highlighted very useful points there as well. And of course, this framework, as we keep negotiating and recrafting it with the co-chair, we would like to see that it brings that very much needed fundamental change, or the change that can really make biodiversity better be recovered, other than biodiversity continue to experience the destruction it is going through. So when we hear that, it energizes us, but we all the same will keep hearing from you, the stakeholders, how these matters should be done. But it doesn't necessarily have to come from us. As one of the documents that will be coming through your way, like now you're on peer review, let's get your views on that and we see how we integrate them so that that fundamental change that the framework should bring would actually happen in practice. I think that's what I can just say briefly. Merci à tous deux. Je profite de cette dernière remarque de Francis pour effectivement signaler deux choses à nos intervenants, enfin plutôt à nos spectateurs. C'est que, donc, parce que la question a été posée, nous allons, donc la vidéo sera mise en ligne sur le site du webinaire où vous êtes inscrits, et nous allons, si les intervenants sont d'accord, aussi mettre en ligne les supports de présentation, et nous pourrons aussi mettre en ligne les liens vers les documents du Substa, et
et indiquer le fait, voilà ce que vient de dire Francis, c'est-à-dire qu'il y a une période qui est ouverte où vous pouvez envoyer au secrétariat de la Convention sur la diversité biologique vos retours sur ces documents, et c'est une des choses que les deux coprésidents regardent effectivement pour le développement des prochaines versions du document. J'étais en train de tenter une petite synthèse des nombreuses questions que vous avez posées sur le chat. Il y en a une, il y en a quelques-unes qui touchent à la question des ODD et la manière dont vous pensez que les autres ODD, les ODD qui touchent au secteur privé, notamment, enfin plutôt au secteur socio-économique, à la manière dont leurs liens, leurs incompatibilités aussi en pratique avec la préservation de la biodiversité, comment le refléter dans les négociations et comment finalement, notamment dans le contexte, pour des sujets qui sont particulièrement importants pour le contexte africain, comment est-ce que vous voyez ces tensions finalement évoquées et par Jeanne N'Tain entre des volontés de relance économique et de relance de productivité, parfois agricole et avec des méthodes intensives, et les objectifs de biodiversité, et comment ça, dans le cadre des ODD, ces tensions-là, vous pensez que ça pourrait être des choses qui soient reflétées dans la manière dont le cadre est formulé, dont les indicateurs pourraient être posés derrière. Donc finalement, ça rejoint la question du mainstreaming et le suivi du mainstreaming finalement, via le cadre des ODD éventuellement. Comment est-ce que vous pensez que ça pourrait être fait de manière utile? Bon, je vais commencer avec quelques commentaires. Je suis sûr que les autres panélistes vont avoir des éléments. On essaie de créer un cadre pour tous. Alors, c'est un cadre pour l'ensemble des gouvernements, pas seulement les ministères de l'Environnement. C'est un cadre qui est pour plus que la CBD, qui est pour les autres agences des Nations Unies. Mais par contre, ce n'est pas la solution universelle à tous les problèmes. Nous, on est des spécialistes de la biodiversité, on sait comment ces enjeux marchent. Je n'ai pas la prétention de connaître les enjeux de développement économique et social. Et ça, nos collègues des programmes de développement sont les gens qui sont compétents. Ce qui est important, c'est de s'assurer qu'il y a un bon arrimage entre les différentes pièces de cette charpente. Si le fait du toit n'est pas accroché au mur, ce n'est pas un bon signe. Donc, ce que j'espère qu'on va arriver à faire, c'est d'établir clairement l'expertise et l'autorité de la CBD pour les questions d'ordre biodiversité et d'établir aussi clairement les liens avec les autres. Maintenant, je suis sûr que les autres vont avoir à ajouter à ça. Oui, je voudrais ajouter quelque chose à ce que Basile vient de dire. Et ça, depuis le début de l'élaboration de ce cadre, on en a parlé, faire en sorte qu'il y ait une synergie, une conversion de tous les programmes, notamment les objectifs de développement durable, en lien avec le nouveau cadre qui va être élaboré. Tous les pays dans le cadre into something that's in the new framework. All countries as part of the development plan have objectives and activities to carry out. These activities in the framework of sustainable development itself, these activities must take into consideration environment preservation. Comment faire en sorte que, parce que bon, nous ne pouvons pas vivre sans développement. C'est pourquoi il y a la notion de développement durable. Et donc,
faire en sorte que nous continuions le développement sans pourtant nuire, n'est-ce pas, aux ressources naturelles, faire en sorte que nous puissions continuer d'être développés, mais en vivant de façon intelligente avec les ressources naturelles. Et ça, nous avons dès le départ attiré l'attention des co-chairs et de tous ceux qui élaborent le nouveau cadre sur ces aspects-là. Voilà ce que je voudrais ajouter. Merci beaucoup, Jeanne. Wadzi, would you like to take the floor? Thank you very much. And I think I agree with the other speakers that we do need to use the opportunity that the political support that the SDGs have to make a compelling case for biodiversity. So we see that as an important entry point, and that aligning is key, and we'll continue to use that approach. And we also don't see I think, a contradiction between sustainable development and the greener pathway, in the sense that from our perspective, we need to create those opportunities that will allow the development to happen, but the parameters are clearly outlined. And so if we've got sound planning tools in place and we've planned the investments appropriately, we still need to put roads on the continent, and we are still going to need to develop the continent, and we're not going to stop in the name of conservation. And this is why we have a sustainable use framing, because it's in that framing that we put in place the necessary safeguards. And if the planning is happening in a manner that's integrated with health systems, it's integrated in a way we will be able to meet those challenges, those homes that are going to be built for the people who are in informal settlements. Those homes must be built already with sustainability factors built into the system. So we see things like other effective conservation OECMs, and we see all the mainstreaming tools being developed. We see the discussions around sustainable consumption and production. All of those tools are key and to ensuring that the development that is going to happen, because the development must happen, and that it happens along lines which allow us to meet our development imperative. So we must supply clean water, but in the planning for the clean water, we must look at the ecosystems that are supplying that water as part of the system. We must have good cities, and in planning for our cities, we must look at natural flood attenuation and all of the things that biodiversity and ecosystem services provide in moving us forward. So I think, as I said, we don't see a contradiction, and in fact, we see an opportunity for us to make an even more compelling case. And we see this as an important opportunity for biodiversity to be center stage in how we take this forward. Thank you. Thank you. Thank you, Wadzi. Merci beaucoup. Je vais essayer de combiner plusieurs questions posées dans le chat en une seule, ou plutôt en une série de questions liées. Et vous passer la parole aux uns et aux autres pour refaire un tour. Il y a une question finalement que je vais prendre comme question un peu chapeau,
Une spectatrice demande finalement, vu le recul qu'on a sur les 2 plans stratégiques précédents et la difficulté à les mettre en œuvre, finalement, qu'est-ce qui pourrait faire que le cadre suivant pourrait avoir un peu plus de dents, être un peu plus musclé. Alors, il y a ces idées d'avoir des choses qui soient juridiquement peut-être plus contraignantes, comme ce que proposait une résolution du Parlement européen. Mais il y a peut-être aussi d'autres manières de le voir. Moi, ce que j'entends aussi dans vos différentes réponses et puis dans des développements qu'il y a dans ces discussions, c'est aussi l'importance d'essayer de se connecter à d'autres arènes, mais aussi tout un tas d'autres types d'acteurs qui seront impliqués dans la mise en œuvre. Et il y avait une question d'un spectateur qui trouvait qu'on ne parlait pas assez du rôle et de la place du secteur privé dans ces discussions. Et par rapport à tout ce que l'on a vu tout à l'heure dans les 2 présentations sur évidemment la question de la relance économique, mais aussi toute la refonte de chaînes de valeur, etc. Je demandais ce que les différents intervenants pensaient de la capacité de changement et où faire ce changement dans différents secteurs économiques présents en Afrique, mais évidemment, comme ce sont des chaînes de globales de valeur, encore une fois, qu'est-ce que ça suppose comme collaboration avec internationale. Et je vous demanderai si vous pouvez de nous donner un mot de conclusion sur finalement, dans les mois qui viennent, là on a vu qu'il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau de l'AMCEN, de l'Union africaine. Je pense que des réflexions similaires ont lieu un peu partout dans le monde. J'ai l'impression qu'elles ne sont pas suffisamment connectées pour ma part. Et donc, ce que vous aimeriez voir, si vous aviez une baguette magique dans les mois qui viennent, comme meilleure coopération régionale et internationale pour avancer ensemble sur du concret dans ces plans de relance. Donc voilà, je vous avais dit, je vous avais prévenu, c'est une fausse question unique parce qu'il y a beaucoup de choses, mais j'ai essayé de faire un point d'ensemble. Je vous passe la parole à qui veut. Ah, micro. Francis a indiqué qu'il voulait parler, là, alors donc je lui laisse le premier. Francis, over to you. Yeah, thank you. I just wanted to, I think, try to also contribute to the idea about the linkage to the private sector in respect of the SDGs. But I think when you look at the private sector, they do so many things. There are private sector who are dealing maybe in agriculture. There are those who could be dealing in either in tourism. There are those who are dealing with maybe trade, could be even through wildlife trade, but maybe which is legally given or regulated. So you have private sector dealing in a diverse number of activities. And as you will see from the framework itself, you will see that the framework has something to do with the pollution. It has got some target to deal with the production. It has something to do with the stopping extinction of species or illegal wildlife trade, sustainable use. So those targets in many ways, the way I see it is that the private sector somehow will find that if they want to do much more business in agricultural production, then they have to be keen on what we are talking about, handling pollution in the post-2020 and so forth. So there's opportunity really for the private sector, I think, to do a better job in the post-2020 because the targets touch on so many things that they as well do as private sector. That's what I think of at the moment. Thank you, Francis. Peut-être pour ajouter, je pense que c'est clair, je pense que l'immense majorité des parties des intervenants veulent voir un cadre de responsabilisation, de planification et de rapport plus complet. Je ne dirais pas plus sévère parce que ce n'est pas quelque chose de négatif, c'est quelque chose qui me permet d'apprendre et de savoir.
Donc, j'ai vu les questions au sujet de ce qui s'est passé du côté climat avec un accord plus contraignant. À mon avis, il faut apprendre à marcher avant de courir. Et là, on ne marche pas encore. Donc, il faudrait essayer de maximiser l'utilisation et le potentiel des outils existants, des structures qu'on a, et par la suite, de voir s'il y a lieu d'aller dans des mesures plus contraignantes. Je pense qu'à la CVD et dans la biodiversité en général, on a la chance d'avoir une ambiance et une façon de travailler collaborative. Et ça, c'est un avantage unique et je pense qu'il faut en prendre avantage. En termes de messages et de conclusions de ma part, je note que j'ai appris énormément au cours de la dernière heure et demie. Et mon regret, c'est de ne pas avoir plus d'opportunités pour vous écouter. Donc, j'ai des idées de façon de faire. Je vais parler avec Francis. Et j'aimerais bien organiser des forums où vous auriez la parole, la région Afrique, mais les autres régions également, pour nous expliquer c'est quoi votre contexte aujourd'hui. Et nous, on pourrait avoir ça, ce contexte en fait. Donc ça, c'est le message, et ce n'est pas une offre parce qu'il va falloir que je convainque tout le monde, mais je vais travailler là-dessus. Merci. Merci, Basile. Okay. Jeanne, Wadzi? Oui. Bon, je voulais ajouter simplement que dans ma présentation tout à l'heure, je disais qu'il va falloir identifier tous les acteurs. Et c'est ce qui est en train d'être fait. Le secteur privé, effectivement, est pris en compte à Rome. À Rome, on a vu le secteur privé qui était là. Ils ont été associés, impliqués. Donc, comme le disait Basile, il faut aller tout doucement, sensibiliser, les amener, apprendre à se retrouver autour de la table de discussion. Et bon, c'est autour de la table de discussion que les décisions se prennent et les engagements se prennent. Donc, c'est déjà un grand pas. Le fait de les inviter à la table de négociation au niveau de la Convention sur la diversité biologique et de discuter avec eux pour qu'ils puissent prendre leur part dans ce processus d'élaboration en ce qui concerne la préservation et l'utilisation durable des ressources naturelles. C'est très important. Mon mot de fin, j'avoue que je suis très satisfait de ce moment de rencontre-là. La COVID a brisé un peu notre élan en matière d'organisation, je le disais tout à l'heure. Ce serait vraiment intéressant, puisque nous avons un objectif commun, vivre en harmonie, n'est-ce pas, avec la biodiversité, avec la nature. Ce serait intéressant, dans le processus d'élaboration, le groupe africain, par exemple, a essayé de rencontrer l'Union européenne pour échanger un peu avec l'Union européenne, pour voir comment eux ils voient les différentes cibles, quelles sont les propositions, ainsi de suite. J'aimerais aussi qu'au niveau des autres régions, nous puissions aussi échanger avec ces différentes régions pour partager, échanger. Tout à l'heure, je parlais de partage de discussions. Parce que nous avons un seul but, c'est la préservation et l'utilisation durable de nos ressources naturelles planétaires. Et donc, ce serait intéressant qu'on aille en rang serré. Et j'invite vraiment les autres régions à approcher le groupe africain pour qu'ensemble, on puisse discuter sur nos différents points de vue, échanger, et ainsi de suite. Au niveau de nos États, vraiment, bon, un plaidoyer fasse un effort. C'est vrai qu'il s'engage, mais comme on l'a dit depuis le début de cette crise, la pandémie que nous vivons est en lien, les chercheurs le confirment chaque jour, en lien avec la perte de la biodiversité. Que nos États fassent un effort encore
pour la préservation de la biodiversité. La relance économique, c'est bien. La riposte sanitaire, c'est bien. La cause véritable, c'est la perte de la biodiversité. Alors, sauvons notre biodiversité et vous verrez que nous allons régler tous ces problèmes de maladies émergentes. Voilà ce que je voudrais ajouter. Merci. Merci beaucoup, Jeanne. Merci beaucoup. Wadzi? Wadzi, are you with us? I think she's muted. Okay. Yeah. Thank you. And again, I think to agree, the private sector is key in this. And when we're talking about economic recovery and stimulus, these are all interventions that are coming from government aimed at private sector. And so how we work with them and how we incentivize the change required and the opportunities that we have in this COVID response will certainly be key. And we see our work going forward being work that brings the private sector along. We have a saying here in the South African context that the mining companies collectively are custodians of a lot of land that's actually very significant. And so they are a key partner and a player in the space of conservation. And so it's important that we work with the private sector and that they come on board and provide their own commitments, and that the government incentives that we are giving to private sector are linked to those private sector partners that are providing a biodiversity benefit. And there's a conservation benefit to how we structure those, whether it's a tax incentives, the rebates, and all the various tools that are out there. In terms of what we need and what we need now, I think is just cooperation and just creating a platform where we realize that what COVID has done is bring us closer together, actually. We are not seeing each other physically, but I can give you examples of how through this crisis, we've been able to resolve and advance certain areas of work with fellow negotiators around the world via WhatsApp. And just talking to each other to say, we have a crisis here, how can you help? And the amount of goodwill and the amount of the opportunities to exchange ideas and just see how are you coping with it and what approach are you using has been useful. And we need to do that and encourage more of that to happen. We've had engagements. While we've been on lockdown, the EU has released their biodiversity strategy, and it's given us a lot of food for thought. There's some elements in there that have been interesting and useful, and opportunities that we have had to take those discussions forward. We are still engaging with China and looking at how can we find areas of common interest. So we are not all is not lost. And what the approach we are taking is that this is an opportunity. And it's an opportunity for us to, one, get onto the global agenda, because the world is looking for solutions, and nature-based solutions are part of this. So we must work together, all of us with a common interest. Let's work together, let's collaborate, let's look for the solutions together. The discussions on vaccines are happening. Those are government and
led, but it interfaces with private sector, and we are all needing to share the results and share and exchange information. What does that mean for our discussions on digital sequence information and all the issues that we are struggling with articulating in the agreement? These things are happening as we speak, and nature has forced us to take a different perspective, and this is the opportunity. So we remain optimistic that it can be done, and if it's going to be done, it will be done now. Thank you. Merci beaucoup, Adi. L'heure tourne et nous avons déjà dépassé l'horaire que nous avions prévu, mais ce n'est pas étonnant avec toute la substance que l'on a eue dans les échanges. Sauf si nos intervenants ont envie de dire un mot de conclusion supplémentaire, moi je vous proposerais bien qu'on reste sur la note positive et ces appels à échange et collaboration que Wadi notamment vient d'énoncer. Et donc, écoutez, tout le monde va essayer de réfléchir, je pense, ces prochains mois à comment créer ces opportunités d'échange. Nous aussi, à l'IDRI, on va essayer de faire notre part, hein, bien sûr, là-dessus. Et on espère qu'il y aura beaucoup d'autres opportunités. En première étape, eh bien, cet échange, il a été enregistré, donc on va le mettre en ligne avec le maximum de support possible. Et disons que la chaîne reste ouverte. Voilà, les chaînes d'échange informelles, formelles. Et espérons de pouvoir organiser un maximum d'échanges interrégionaux, intercontinentaux, comme on continue de le faire. Un très très grand merci à nos nombreux spectateurs. On n'a pas pu répondre et faire justice à toute la richesse de vos questions, mais ce n'est pas perdu, ne vous en faites pas, on a bien noté tout ça. Et donc on vous dit à bientôt pour le prochain rendez-vous, et un très grand merci à tous nos speakers, à Jeanne, Wadi, Basile, Francis. Merci de votre présence, de votre contribution, de votre engagement. C'est toujours ces discussions, comme le dit Basile, dans le monde biodiversité, c'est quand même sympa, les échanges ouverts, collaboratifs qu'on peut avoir, et ça aussi c'est quelque chose sur lequel il faut capitaliser, et avançons. Merci à toutes et à tous. Très bonne journée où vous soyez. Au revoir à tous. Merci. Au revoir, bye bye. Merci. Au revoir. Au revoir.